Et bonsoir à tout le monde. J'essaye de le faire dans mon meilleur français. Euh, alors, je vais partager ma présentation. Un moment. Mhm. Vous la voyez? C'est très bien. Ouais, C'est bien. OK. Alors, merci. mhm. Alors, oui, je vais aussi raconter un petit peu de ma vie parce que c'est bien lié avec les projets de recherche dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, Alors, au début du mouvement biodynamique et aussi du mouvement bio, on a fait la recherche et s'est concentré surtout sur la production végétale. Et il n'y a pas eu beaucoup de recherche sur l'élevage au début. Il y a eu quelques rares exceptions et dont je suis sûre que je ne connais pas tous, mais c'était vraiment pas beaucoup jusqu'à il y a environ 30 ans. Et la période dont j'ai une vue d'ensemble de ce qui s'est passé ici en Suisse commence vers 1985. Et dans cette année, j'ai fait une année d'apprentissage agricole dans une ferme biodynamique de Fritz et Anna Baumgartner à Savigny, dans le canton de Vaud. Et eux, ils étaient vraiment des pionniers de la biodynamie en Suisse. Et j'y ai fait la connaissance de nombreux agriculteurs et agricultrices biodynamiques. Et là, déjà, j'ai fait la connaissance de quelques-uns et quelques-unes qui avaient envie de travailler plus sur l'élevage et de comprendre mieux comment on fait un bon élevage bio ou bien un élevage biodynamique, comment on peut travailler ensemble avec les animaux. Ça, c'était déjà la question à ce temps-là. Et j'ai aussi fait des études d'agriculture avec la spécialisation en sciences des animaux de rente à l'EPF de Zurich. Et là, j'ai fait la connaissance de professeur Michael Rist. Et lui, il est aussi un des fondeurs du FIBEL et il a travaillé sur la base de l'épistémologie de Rudolf Steiner et aussi du cours aux agriculteurs. Mais il n'a pas beaucoup parlé de ça. Mais il nous a parlé, ou bien on a appris la construction agricole chez lui. Il nous a donné des cours. Et lui, il insistait toujours, quel que soit le sujet, sur le fait qu'il fallait d'abord rendre justice aux animaux lors de l'aménagement des étables et que si nous savions comment le faire correctement pour les animaux, nous pouvions alors voir comment nous pouvions le faire de manière économiquement raisonnable. Mais ça, c'est le deuxième pas. Et ça m'a impressionné. Déjà à ce temps-là, c'était dans les années 80. Euh, et de nombreux travaux de recherche sur les nouvelles installations d'étables et les concepts d'élevage ont été réalisés sous son égide. Et lui et moi, et quelques éleveurs et éleveuses que nous avons connus, on a décidé ensemble, c'était en 1991, qu'on veut organiser des tables rondes d'échange sur l'élevage bovin biodynamique. Et ça fait le début de notre travail de recherche commun, de recherche commun avec les éleveurs et les éleveurs et les chercheurs et les chercheuses. Et c'était environ 30 personnes qui se sont rassemblées pour ça. Et je veux vraiment recommander à tout le monde
qui a la possibilité de organiser des tables rondes comme ça, parce que on apprend tellement beaucoup mieux, mieux que si on travaille seulement sur sa propre ferme, ou bien dans son bureau, ou bien dans le laboratoire ou une ferme expérimentale. C'est vraiment fructueux de travailler ensemble avec beaucoup de fermes différentes qui sont toujours individuelles. Et alors, au commencement, dans les années 90, on a commencé notre travail en étudiant ensemble la quatrième et aussi la septième conférence du cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner. Parce que là, ce sont les conférences où il parle beaucoup de l'élevage, de la sélection et aussi de l'affouragement des animaux. Et pour ça, j'aimerais bien vous lire un petit passage de cette huitième conférence, parce que ça, c'était important pour le commencement de notre travail. Alors, c'est ça, vous le voyez ici, et je le lis, même que mon français n'est pas le meilleur. Ah, raison. Ah, attends, je sais pas. Bouger et tout. Ah, ok. Représentez-vous un animal devant sa mangeoire dans une étable morne et à qui la sagesse des hommes mesure le contenu de cette mangeoire. Eh bien, cet animal présente une grande différence si la nourriture dans la mangeoire ne varie pas, et elle ne peut varier qu'à l'air libre, avec un autre qui se sert de ses sens, par exemple de son odorat, qui cherche au dehors sa nourriture, en toute liberté, qui se dirige d'après son odorat pour poursuivre les forces cosmiques, qui cherche et prend la nourriture par toute son activité. Un animal qu'on met à la mangeoire ne donnera pas tout de suite. Cela se transmet par hérédité, les signes d'une absence de force cosmique en lui. Il va encore sur son héritage, mais il engendre une postérité chez laquelle, petit à petit, les forces cosmiques cessent d'être innées, qui ne les possèdent plus. Alors, cette citation montre que Steiner, là, il part du principe que ce qu'un animal vit n'a pas seulement une signification pour sa propre vie, mais aussi pour ce qu'il peut transmettre à ses descendants. La transmission de caractéristiques acquises était encore à l'époque, dans les années 90, largement tabou. Ce n'est que dans les années zéro de notre siècle que la recherche sur l'épigénétique a vraiment montré que des caractéristiques acquises pouvaient effectivement être transmises. Il y a eu beaucoup d'études sur les animaux de laboratoire là-dessus dans les années zéro et puis jusqu'à maintenant, mais très peu sur les animaux de rang. Et l'épigénétique n'a pas vraiment trouvé sa place dans l'élevage pratique des animaux de rente jusqu'à aujourd'hui. Mais notre groupe a dit à l'époque que si c'était vrai, et la plupart d'entre nous en étaient convaincus par leur propre expérience, il serait très important pour une sélection animale rationnelle que les ancêtres, les mères et aussi les pères de nos animaux de rente aient vécu dans des conditions pareilles à ceux que leurs descendants vont retrouver, de sorte qu'ils aient déjà développé des caractéristiques adaptées à ces conditions
et que celle-ci soit déjà présente chez leurs descendants quand ils sont nés. Une précondition importante est bien sûr que ces conditions correspondent aux lois de l'espèce animale, c'est-à-dire qu'elles soient adaptées à l'espèce. Alors, pas comme ici, dans ce que Steiner dit ici, pas comme avec un mangeoire, avec une mangeoire et une étable morne. Ça correspond pas aux lois de l'espèce. On va parler de ça un peu plus tard. Et c'est pourquoi que nous avons dit que nous voulions faire de l'élevage avec les conditions, ou bien on peut aussi dire du élevage conditionnel. Nous, on a dit en allemand Bedingungszucht. C'est un peu une expression un peu bizarre, aussi en français, aussi en allemand. Mais on n'a pas trouvé une meilleure. Mais ça veut dire élever des animaux qui, lorsqu'ils sont nés, sont déjà bien adaptés à l'environnement. Alors, ça veut dire que on devrait garder les animaux de rente, les pères et les mères, les mâles et les femelles, dans des conditions qui sont les mêmes ou bien pareilles à ceux que les descendants trouvent quand ils sont nés. Pour que on peut développer des troupeaux qui sont vraiment bien adaptés aux conditions de leur ferme. Mais toujours, on doit toujours se tenir compte que les conditions doivent être bien pour l'espèce. Et schématiquement, on l'a représenté comme ça. Et peut-être c'est un peu compliqué. Ça montre que on a pensé que la nature de l'espèce animale, ou bien aussi, on peut aussi dire la loi de l'espèce ou l'essence, euh, elle est modifiée par ce que l'animal individuel peut hériter de de ses parents et c'est aussi modifié de l'environnement. La loi de l'espèce est universelle. Elle a tellement beaucoup de possibilités, c'est euh, indéfini. Et l'individu a seulement une possibilité parce que c'est individuel, c'est le phénotype que nous voyons. Et cette loi de l'espèce est toujours modifiée par la génétique, l'héritage et par l'environnement. Et l'individu, il a toujours la possibilité de gestion active avec l'environnement. Elle va s'adapter à son environnement, mais aussi de gestion active avec ce qu'il a hérité. Aussi ça, il peut à un certain degré modifier ou bien adapter. Et ça, c'est de nouveau important pour la prochaine génération. Ça, c'est comme on a pensé à ce temps-là. Et nous avons aussi publié nos pensées dans cette brochure qui existe malheureusement seulement en allemand. Mais qu'est-ce qu'on a fait en pratique, c'est que afin de se rapprocher de l'idéal de l'élevage conditionnel, nous avons décidé que les participants de notre groupe devaient voir quelles exploitations étaient compatibles du point de vue des conditions locales et qu'elles pourraient ensuite collaborer en matière d'élevage. Nous nous sommes rencontrés 2 à 3 fois par année sur une des fermes biodynamiques et, et avons ainsi appris à bien connaître toutes les fermes et tous les troupeaux, ainsi que les éleveurs et les éleveuses. Et l'un d'entre eux, c'était Andy Welle, il est un très très bon éleveur. Et de nombreux participants achetaient des animaux chez lui, notamment des taureaux. Et quelques-uns ont dit que leur élevage
s'était beaucoup amélioré grâce à cela. Alors, c'était très important qui était dans ce groupe. Je peux vous montrer cette personne. C'est celui à droite. Ça, c'est Andy Valley avec une de ses génisses. Mhm. Et quand j'étais au FIBEL, c'était dans les premières années au FIBEL, j'ai aussi fait 2 publications en collaboration avec 2 collègues de l'Allemagne, euh, qui étaient des consul, conseiller de Demeter en Allemagne. Euh, ces 2 fiches techniques décrivent les méthodes utilisées par des éleveurs qui travaillent avec des petites populations de bovins en utilisant des animaux femelles et mâles de leur propre troupeau. Parce que vous savez, c'est pas tellement facile à cause de la consanguinité. Et euh, ici, on a expliqué comment les paysans qui travaillent avec ça, comment ils le font. Et aussi, on a montré les méthodes de la détention des taureaux. Nous voulions que beaucoup d'éleveurs puissent profiter de ce savoir de ce groupe, mais aussi des groupes en Allemagne. Bientôt, ces fiches seront également disponibles en français. On est en train de faire ça maintenant. Et quelques années plus tard, dans le contexte scientifique, j'ai étudié un autre sujet, mais qui est lié à ce sujet-là, avec Sylvia Ibemeyer. Et ça, ici, vous voyez le titre de la publication scientifique dans Livestock Science. Et là, on voulait savoir, est-ce qu'il y a des différences entre des vaches qui sont issues de taureaux de monde naturel et des taureaux de la région, de la même région, et alors des mêmes conditions locales, ou bien des vaches qui sont issues des taureaux d'insémination artificielle provenant d'autres régions du monde. Et là, les résultats très brefs, nous avons constaté que les descendants des taureaux de monde naturel étaient meilleurs au niveau de santé des pies et de la fertilité. On a fait ces études sur tous les troupeaux qu'on avait dans des autres projets au FIBEL, et il y avait 500 vaches qui étaient dans cette étude. Euh, et ce qui s'est développé de ces pensées, même des années 90 et aussi de ces études, c'est que on a commencé avec un nouveau projet sur les taureaux d'insémination artificielle bio. Et là, nous faisons ça depuis 5 années, les 5 dernières années. On a travaillé là-dessus en collaboration avec de nombreux agriculteurs bio, pas seulement biodynamiques, des bio et des biodynamiques. Le projet taureau insémination artificielle bio, afin de permettre aux exploitations bio d'utiliser également des doses de sperme des taureaux qui conviennent bien aux conditions des exploitations bio. Parce que c'est vraiment le problème que si on fait l'insémination artificielle, quand introduit une génétique sur la ferme bio qui souvent n'est pas bien adaptée, qui est vraiment adaptée à la production conventionnelle avec beaucoup d'intrants. Et le problème a augmenté les dernières années avec les productions qui ont augmenté et qui ont fait nécessaire de donner beaucoup de concentrés
aux vaches à haute production et ce qui est un problème pour les fermes bio, surtout en Suisse. En Suisse, les fermes bio euh, ne, ne peuvent pas donner plus que 5% 5% de la ration annuelle de concentré à leurs ruminants. Et ça, c'est juste, je crois, mais je vais vous montrer plus tard pourquoi que c'est bien que c'est comme ça. Mais ça donne des problèmes si on a des vaches à haute production. On peut pas bien les affourager si on peut pas donner plus de concentré. Et il y avait beaucoup d'éleveurs bio qui nous ont demandé est-ce qu'on peut pas développer un, un offre de taureaux qui sont issus des fermes bio. Euh, c'est le cas que la plupart des fermes bio n'osent pas utiliser des taureaux de la monte naturelle. Ils ont un peu peur des risques. Oui, un taureau, c'est toujours un peu un risque, mais euh, c'est ici en Suisse, mais aussi dans les autres pays européens, c'est comme ça que environ 90% des vaches sont inséminées artificiellement. C'est dommage parce que c'est pas naturel, mais euh, nous, on a dit oui, on doit faire quelque chose et on a travaillé avec des éleveurs bio qui ont des bonnes lignées femelles où on a trouvé ces taureaux. Mais on a acheté beaucoup plus de taureaux. On a sélectionné de nouveau après qu'on a vu comme ils se sont développés. Et les critères, comment on les choisit, c'est alors d'abord les critères des exploitations où on choisit où on prend les taureaux, où on les achète. Ça doit être une ferme bio et la mère du taureau ne doit pas recevoir plus de 300 kilos de concentré par année. Et la mère du taureau ne doit, si possible, jamais avoir reçu d'antibiotiques au maximum une fois en cas d'urgence. Et pendant la période de végétation, les vaches de cette exploitation doivent manger au moins 50% de leurs besoins au pâturage. Plus tard, je vais vous parler de ça, pourquoi c'était tellement important pour nous. Alors ça, ce sont les conditions d'exploitation. Et là, vous voyez les critères de sélection des mères de taureaux. Les chiffres noirs, ce sont des valeurs d'élevage et les verts, ce sont des caractéristiques phénotypiques. Et ce qui est peut-être le plus important, c'est tout en bas, la longévité. Nous prenons seulement des veaux taureaux, des veaux mâles, euh, dont la mère et la mère de la grand-mère ensemble avaient au moins 14 lactations, les trois ensemble. C'est pas tellement beaucoup, mais quand même, il y a beaucoup de lignées où on trouve pas ça. Alors ça, pour nous, ça, c'est le minimum pour savoir qu'il y a un peu de longévité. Donc, cette lignée. Et ça, ce sont les critères de sélection des veaux mâles. Ça, c'est surtout des valeurs d'élevage. Mais bien sûr, on va toujours sur les fermes, on regarde les veaux. Ils doivent être attentifs et très sains, très intéressés, mais quand même respectueux. Et si, euh, et ils doivent être jolis, bien sûr. Et si tout est rempli, on, on les achète à 5 mois, on les élève sur une ferme bio, mais tous ensemble. Et quand ils ont environ 1 an ou 13 mois, on les donne à Sysgenetics pour faire les doses de sperme. Alors, on a une coopération avec Sysgenetics et aussi avec BioSuisse pour ce projet. Et pour ceux qui sont intéressés, on peut aussi acheter ces doses de sperme en France. On peut les acheter dans tout l'Europe. C'est exporté par
semex. Yo. Mais maintenant, j'aimerais encore prendre ce thème. Qu'est-ce que ça veut dire conforme aux besoins de l'espèce? Ou bien qu'est-ce que ça veut dire la loi de l'espèce? Ou comment est-ce qu'on peut trouver ça? Et on a parlé souvent de ça dans notre groupe, dans notre table ronde, et c'est pour ça que j'aimerais aussi vous parler de ça un peu, parce que c'est un peu la base de tous les autres travaux que nous avons faits, dont je vais vous parler plus tard. Alors, comment on peut trouver la loi de l'espèce, bien les besoins de l'espèce? Et on a surtout deux méthodes, deux possibilités qui sont importantes tous les deux. Alors, on peut les trouver sur la base du comportement des animaux, l'éthologie dans un environnement naturel. Ça, c'est souvent fait, mais c'est un peu difficile parce que pour les animaux de ronde, on n'a jamais un environnement tout à fait naturel. Et je crois on doit vraiment savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour l'animal où, et où est-ce qu'il peut faire des compromis. Mais où est-ce qu'on peut pas faire des compromis? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, même si l'environnement n'est pas naturel, ce qui n'est pas grave. C'est normal. Et ça, on peut trouver sur la base de l'anatomie et la physiologie des animaux, parce que chaque espèce a ses spécialisations, a des organes très, très spécialisés qui influencent le mode de vie de ces animaux. Je vais vous montrer quelques exemples, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Alors, par exemple, vous voyez ici des membres des différents vertébrés, d'un singe, un chien, cochon, bovin, tapir et le cheval. Et vous voyez, ces membres sont tellement spécialisés, tellement différents. Et si vous savez que au début du développement embryonnaire, que chaque vertébré a des membres avec des bourgeons pour 5 doigts et 5 orteils à chaque membre. Ils ont toujours 4 membres avec 5 doigts et 5 orteils au début du développement embryonnaire. Et le plus extrême, c'est le cheval qui réduit ses doigts et ses orteils pendant le développement embryonnaire. Et quand le cheval il est né, il a seulement un doigt et seulement un orteil. Il a seulement un doigt à chaque membre. Et ça, c'est une spécialisation très forte. Alors, c'est là peut-être la spécialisation la plus extrême de ces exemples que je vous montre ici, mais aussi les bovins ou bien tous les ruminants réduisent leurs doigts et leurs orteils à 2. Et quand ils sont nés, ils ont 2. C'est pas comme le singe qui garde les 5, ou bien aussi comme nous, les humains, aussi nous, on garde les 5. Et ce que ça veut dire pour la vie du cheval? Le cheval, il est euh, tellement, ses jambes sont tellement importantes pour lui. Ils lui permettent une marche endurante et différenciée. Et si vous imaginez un cheval enfermé dans un box et qui ne peut se déplacer dehors que peut-être 1 heure par jour, vous savez que l'animal ne peut pas utiliser ses membres de manière adéquate. Et cet animal souffre beaucoup, car il ne peut rien faire d'autre avec ses membres, pas grimper ou peut-être bricoler quelque chose. Un singe, il peut quand même
peut-être bricoler quelque chose, mais avec ses membres, le cheval, il peut faire rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il va souffrir tellement si les conditions ne sont pas comme ça qu'il peut les utiliser adéquatement. Et aussi le bovin, comme tous les ruminants, a également des membres très différenciés, pas aussi extrêmes que ceux du cheval, mais ils sont également construits pour une marche endurante sur un sol mou. Et ces animaux ont besoin d'un environnement dans lequel ils peuvent utiliser ces membres spécialisés de manière adéquate. Et là, on peut étudier beaucoup d'organes des animaux, tous les organes, et on va voir que ils leur montrent comment il faut vivre. Ils leur montrent leur mode de vie. Et pour ça, nous avons la responsabilité de leur donner les conditions où ils peuvent montrer, où ils peuvent vivre comme les organes leur montrent leur mode de vie. Et un autre exemple, ce sont bien sûr les organes digestifs. Ici, je vous montre les intestins de 4 différentes espèces. À gauche, en haut, c'est le chien. À droite, le cheval. À gauche, en bas, c'est le bovin. Et à droite, le cochon. Et ça, c'est seulement les intestins, c'est pas les estomacs. Et si vous regardez le chien, c'est pas grand-chose. L'intestin, ça, c'est une tube pas très long. Et c'est un peu pareil que chez nous. Et le cheval, il a des très, très grands septum et colonne. Ça, ce sont des parties de l'intestin qui sont très, très grands, aussi grands que le rumen chez les vaches. Et là, ils font la digestion de la cellulose avec l'aide des micro-organismes. Alors les chevaux, ils font la même chose dans l'intestin que les ruminants font dans le rumen ou la panse. Mais les chevaux, ils ont seulement un estomac. Ils font rien de ça dans l'estomac. Ils le font derrière, dans leur corps. Mais aussi les chevaux, ils sont des mangeurs de l'herbe, de cellulose. Et les bovins, ils font ça, cette digestion de cellulose dans les pré-estomacs, alors surtout dans le rumen ou la panse. Mais quand même, après cette digestion, la nourriture, le reste de la nourriture va dans l'intestin et là aussi, dans le sécum et le côlon, de nouveau, le ruminant fait la digestion de cellulose, de nouveau avec des micro-organismes. Vous voyez ici, ça c'est où il y a les chiffres 10 et 11. Ça, ce sont ces parties de l'intestin où ils font ça, les ruminants. Alors, les ruminants, ils font ça 2 fois. Ils font les restes des celluloses, de nouveau, la digestion microbienne dans les intestins. Et aussi les cochons, ils ont aussi la digestion microbienne de la cellulose dans le sécom et le côlon. Aussi les chiffres 10 et 11 ici sur cette image. Alors, ça veut dire que aussi les cochons, ce sont des mangeurs d'herbes. Pas tellement beaucoup de quantité comme les chevaux et les bovins, mais quand même, ils ont des organes spécialisés pour digester l'herbe. Et au FIBEL, nous avons fait des études avec des cochons. On a donné de l'herbe à un groupe et à l'autre groupe, on a donné pas d'herbe comme c'était presque pas. Et après l'abattage, on a vu que les cochons qui n'ont pas reçu de l'herbe,
beaucoup d'entre eux avaient développé des ulcères gastriques. Les autres, ils n'avaient pas ça, ceux qui ont reçu de l'aide. Alors, on voit que si on leur donne pas les conditions pour utiliser leurs organes spécialisés adéquatement, ça, ça donne des maladies ou bien la souffrance. Et c'est pour ça que c'est tellement important que nous connaissons bien les organes de nos animaux et nous savons bien de quoi ils ont besoin pour utiliser ces organes adéquatement. Alors, chez les bovins, le mode de vie est fortement influencé par les organes digestifs et métaboliques qui sont entièrement adaptés à la digestion des celluloses et aussi par les membres spécialisés. Et ça veut dire pâturer est vraiment le meilleur mode de vie. Mais bien sûr, c'est pas toujours possible, mais quand même, c'est important qu'ils peuvent manger ce qui est bien pour ces organes. Et vous devez imaginer que pour la vache, ça fait 8 heures qu'elle mange normalement et 8 heures qu'elle rumine normalement. Alors ça fait 2 tiers de la journée qu'elle s'occupe de la nourriture. Et alors ça fait beaucoup de temps de sa vie et c'est tellement important que c'est bien qu'elle peut le faire bien. Et c'est pour ça qu'on doit leur donner les substances de cellulose, ça veut dire de l'herbe et aussi des feuilles, mais pas des nourritures concentrées, ou bien pas beaucoup. Et quel objectif d'élevage, ou bien objectif de sélection adapté à l'espèce, on peut euh, conclure de ce que je vous ai raconté maintenant. Euh, Parce que nous, on a toujours parlé on veut essayer de faire l'élevage et la sélection en collaboration avec les animaux. Pas nous, on dit qu'est-ce qu'on veut, mais on veut travailler avec eux, on veut promouvoir les caractéristiques que eux, ils aimeraient avoir, que, qui sont bien pour eux et importants pour eux. Et alors, si on sait, on a un animal dont l'affouragement de l'herbe est tellement important, c'est bien sûr, c'est nécessaire que l'animal a beaucoup de volume dans son corps, qu'il a un flanc profond et une poitrine large et qu'elle n'est pas trop grande. Ça, c'est très important parce que les vaches très grandes euh, ont besoin de plus de fourrage pour leur entretien et normalement, ils ont une haute production parce que la production est très liée à la taille et bien sûr, on a forcément sélectionné pour une haute production les années ou bien les dizaines passées. Et pour ça, si on a une vache très grande avec haute production, ce n'est plus possible de la fourrager avec que de l'herbe ou bien avec très petit de concentrer les 5%. C'est pas possible parce que le volume de son corps, euh, de sa panse ou bien le rumen n'est pas assez grand pour le remplir avec assez d'herbe. Même si l'herbe a une bonne qualité, ça suffit pas parce que le volume est grand et le contenu de d'énergie n'est pas assez grand pour une haute production et on doit donner un fourrage concentré qui, avec un petit volume, donne beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça, en nous disant que à 1,45 m, ça suffit
pour la hauteur d'une vache. Et ça, c'est bien, ça, c'est une bonne taille. Et l'autre point qui est très important, c'est que la vache a un bon état d'embonpoint. Je sais pas, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Le BCS, Body Condition Score, en anglais, ça veut dire la, euh, la graisse qu'elle a sur les os. Et je vous montre un exemple, deux exemples. Alors, la vache à gauche, elle a un BCS, ou bien cette note d'embonpoint de 2,5. Elle est un peu maigre, mais pas très maigre. Et la vache à droite, elle est grosse. Elle a la note 4,5. Et euh, schématiquement, nous avons écrit cette petite fiche technique pour qu'on peut apprendre ça. On doit apprendre où on doit regarder pour juger l'état d'embonpoint, l'état corporel, mais c'est vraiment facile à apprendre. Dans une demi-heure, on a appris ça et si on est un peu habitué à juger les vaches, on a utilisé ça plusieurs fois, après on peut juger une vache dans 3 secondes, on le voit très vite. Mais c'est important qu'on fait ça, si on a des vaches, qu'on fait ça régulièrement, souvent. Moi, j'ai des moutons et aussi chez les moutons, je fais ça même. Elles ont la laine, c'est un peu moins facile, mais on le voit. Et ça nous donne beaucoup d'informations sur la vie de ces animaux et comment euh, ils savent utiliser le fourrage de notre propre ferme. Ce qui est important est que la différence entre cet état d'embonpoint au début de la lactation, entre le début de lactation et la fin de la lactation, que c'est pas grand, que cette différence n'est pas grande. Ça, c'est très important. Dans nos projets de recherche des 20 années passées, on a toujours vu, dans beaucoup de projets différents, on a toujours vu que les vaches qui ont des grandes différences, ils ont des grands risques à tomber malades. Vous connaissez bien, je crois que au début de la lactation, s'ils perdent beaucoup de poids, euh, on a le risque que la vache a une kétose. On dit ça en français, la kétose, oui. C'est une maladie qu'elle reçoit parce que elle, elle prend la graisse du corps pour recevoir l'énergie, mais la graisse, elle n'a pas seulement l'énergie, il y a aussi des déchets qui doivent être décomposés et c'est la foie qui doit faire ce travail. Et pour ça, la foie ne peut pas faire les autres travaux qu'elle devrait faire dans le corps euh, euh, comme il faut. Et c'est pour ça que ces vaches qui perdent beaucoup de poids, qui décomposent beaucoup de graisse, euh, tombent malades quelques mois plus tard. Normalement, ils ont des problèmes de fécondité et souvent ils ont des problèmes des pieds, des ongles, ou bien ils sont susceptibles à des maladies qui sont là, à des quoi, ça peut être des différentes maladies qu'ils reçoivent. Et ça, c'est le cas si l'animal, au début de la lactation, il donne beaucoup de lait, plus de lait que il peut, il utilise plus d'énergie pour le lait qu'il peut manger. Et ça, c'est pas bien. Et c'est normal à un certain point, un petit peu, c'est normal. Mais si c'est beaucoup, on sait déjà que cet animal, il sait pas bien faire avec l'affouragement qu'on a sur la ferme. Et je dis toujours aux paysans, aux éleveurs et éleveuses que l'état d'embonpoint nous donne vraiment une bonne information là-dessus. Est-ce que l'animal
peut bien s'arranger avec l'affouragement qu'on a sur la ferme. Et si l'animal, il sait bien adapter sa production au fourrage, ça marche bien. Et s'il utilise trop de graisse de son corps, on aura des problèmes. Et la persistance, ça veut dire à peu près la même chose. On cherche des animaux qui donnent pas beaucoup de lait au début et ça diminue pendant la lactation. Mais ça, c'est beaucoup mieux si, euh, si elle donne pendant toute la lactation à peu près la même chose. Oui, bien sûr, ça diminue un peu, mais ça commence pas avec trop. Ça, c'est très important pour une sélection, bien élevage adapté aux conditions locales. Et bien sûr, on peut aussi sélectionner pour une bonne santé, bonne fertilité, bon nombre, bien sûr, on va faire ça. Et aussi un bon comportement d'ingestion et de rumination. Euh, c'est nécessaire que les animaux savent bien adapter leur comportement au fourrage. Et ça, c'est surtout important si on fait beaucoup de pâturage parce que pas toutes les pâtures sont les mêmes. Il y a des différents pâtures. Et pour ça, les vaches doivent changer leur comportement d'affouragement et aussi de rumination si le fourrage change. Et pour ça, on a besoin des animaux vraiment sophistiqués dans ces capacités. Et bien sûr, la longévité, c'est important. Et la bonne production laitière. Bien sûr, on veut une bonne production laitière, mais qu'est-ce qu'il est une bonne production laitière? Qu'est-ce qui est une quantité raisonnable? Et bien sûr, c'est pas la même chose sur chaque ferme. La production laitière doit correspondre au potentiel de production laitière du fourrage grossier de l'exploitation. À peu près, on peut estimer ça un peu. Et ça veut dire que pour la sélection bio, qu'un seul type de vache bio n'existe pas. La sélection bio doit s'orienter aux spécialités de l'espèce et aux conditions locales de chaque exploitation. Et ça, c'est différent. Mais quelles sont les conditions locales? Bien sûr, c'est le climat, la topographie, aussi la technique qu'on a sur la ferme. Est-ce qu'on va à l'alpage et aussi la stabilisation. Mais une chose qu'on oublie souvent, ce sont nous les personnes qui sont avec les animaux, qui travaillent avec les animaux. Nous sommes différents. Et ça, ça donne, bien, c'est une condition très importante, surtout en hiver, quand les vaches dépendent beaucoup de notre affouragement, que est-ce que je donne beaucoup de temps pour affourager mes animaux, mais peut-être même un peu individuel pour ceux qui ont vélé, qu'on leur donne un peu de meilleur fourrage et que je prends mon temps chaque matin, chaque soir, ou bien est-ce que j'aimerais bien affourager les vaches et après je vais faire un autre travail. Ça, c'est très différent et si on veut faire vite, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pas bien de garder des vaches exigeantes. Et pour les vaches exigeantes, on a besoin de temps et aussi de beaucoup de savoir. Et pour estimer un peu l'élevage, euh, l'adéquation de l'élevage aux conditions locales, nous avons développé un formulaire d'estimation. Et si vous êtes intéressé de ça, vous pouvez télécharger ça. Le lien, vous le voyez à gauche en bas. Et c'est un formulaire très simple. Il y a deux questionnaires, un sur l'exploitation, un sur le troupeau.
Et il y a des réponses dont on doit choisir la plus juste et chaque réponse donne des points et on reçoit beaucoup de points si on a des vaches exigeantes au niveau du troupeau et on reçut beaucoup de points au niveau de l'exploitation si on a une exploitation très avec beaucoup de possibilités de faire le meilleur fourrage, meilleure stabilisation, beaucoup de temps et tout ça. Et ce qui est le plus important, c'est que euh, les points de l'exploitation et les points du troupeau sont à peu près les mêmes. Parce que une ferme avec des très bonnes conditions peut avoir des vaches exigeantes avec peut-être même des productions jusqu'à 8 000 kilos, mais les fermes avec des conditions locales limitées doivent élever des vaches robustes, peut-être des vaches à deux fins, sans chercher à obtenir des productions laitières trop élevées. Et comme ça, on peut garder des vaches de bonne santé et on va pas perdre de l'argent pour le vétérinaire et pour des vaches qui doivent être abattues trop tôt. Les paramètres de l'exploitation, ce sont celles-ci, mais je vais là un peu vite. Ça, c'est les paramètres du troupeau. Alors, et ici, vous voyez, si on a rempli les deux questionnaires, après, ça vous donne un rapport. Et je vous explique pas tout ça, mais ce qui est important, ce sont les deux chiffres qui sont dans un cercle. Et ici, cette exploitation, elle a reçu 70, 70 points pour le troupeau et 63 points pour l'exploitation. Et ça veut dire que le troupeau, il est un peu trop exigeant pour ce que l'exploitation peut offrir. Alors ici, on doit changer quelque chose. On dit toujours que c'est pas bien d'avoir une différence qui est plus haute que 5. Alors ça, on peut bien utiliser ça pour la vulgarisation, mais aussi sur son propre ferme. On peut essayer ça et regarder c'est comment chez moi. Et on voit aussi les critères qu'on peut peut-être changer. Et nous, on a fait ça sur presque 100 fermes dans la région des Grisons, dans les régions montagnardes en Suisse, sur des fermes bio. Et on a vu que les fermes qui avaient une bonne estimation, alors des chiffres un peu près les mêmes du troupeau et de l'exploitation, ils avaient aussi les durées d'intervallage plus courtes que les autres. Et ça, c'est important pour ces fermes-là parce qu'ils veulent un veau par année parce qu'ils vont à l'alpage et ça doit être toujours avec la liste intervallage d'une année. Ils avaient aussi moins de traitements vétérinaires par vache et les durées d'utilisation des vaches étaient plus longues. Et on a fait la même chose sur 72 fermes dans les régions de plaine. On a regardé la même chose et on a reçu à peu près les mêmes résultats. Alors, ça veut dire que on le voit vraiment si les vaches sont bien adaptées aux conditions locales. Ils ont une meilleure santé aussi, une vie plus longue. On a publié ça euh, dans une conférence de IFOAM en 2012. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer ça. Alors, vous m'écrivez si vous avez besoin de quelque chose de ma présentation. Je vais vous envoyer. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les types d'exploitation si ça marche pas bien et on aimerait garder son troupeau? Par exemple, on peut augmenter la part des animaux consommant des fourrages crottiers, mais puis qui sont moins exigeants que les vaches laitières, et ou bien, mais avoir moins de vaches laitières.
Alors, par exemple, on a quelques moutons ou bien plus de génisses, mais moins de vaches laitières pour qu'on a la possibilité de donner le meilleur fourrage que aux vaches laitières et le fourrage d'une qualité un peu moins, avec moins de énergie, moins de protéines. On donne ça aux autres animaux qui n'ont pas besoin de tellement bon fourrage. Ou bien, ce qui est aussi très important est de utiliser le fourrage de l'exploitation de manière très ciblée. Mais pour ça, on doit stocker le fourrage différemment. On doit faire on doit stocker des différentes qualités séparées. Et quelquefois, c'est pas facile. Quelquefois, on doit vraiment construire pour que ça soit possible. Mais si on travaille avec des balles de silo, c'est très facile. On peut seulement marquer, alors écrire sur la balle qu'est-ce qu'il y a dedans pour qu'on le sache en hiver. Qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle qualité pour qu'on peut l'utiliser d'une manière ciblée. Et bien sûr, il faut donner le meilleur fourrage qu'on a pendant les 100 premiers jours de la lactation. Et si on a besoin d'acheter du fourrage grossier, et j'espère qu'on n'a pas besoin souvent, mais si on a besoin, c'est mieux d'acheter une très bonne qualité pour les vaches dans les 100 premiers jours. Et il faut consacrer du temps aux vaches, surtout en hiver. Mais si on n'a pas ces possibilités, c'est beaucoup mieux d'améliorer le type de vache. On peut respecter volontairement des intervallages plus lents, parce que comme ça, elles sont un peu moins exigeantes s'ils doivent pas porter de nouveau très vite. Ou bien, on peut aussi, dans les régions montagnardes, on peut augmenter l'âge au premier village parce que là, on a souvent des grandes pâtures pour les jeunisses. Et alors, on peut organiser qu'on a les jeunisses pour 3 étés dans les grandes pâtures au lieu de 2. Et comme ça, elles sont déjà assez grandes pour le premier village. Mais ça marche pas partout, hein. Mais c'est une possibilité dans les régions montagnardes. Et bien sûr, il faut sélectionner des animaux avec des bonnes caractéristiques fonctionnelles et de sélectionner des vaches plus robustes et moins exigeantes. Et ça veut dire des vaches à 2 fins. Et ça veut dire souvent changer de race ou bien croisement de déplacement avec une autre race. Et c'est toujours bien d'élever des vaches plus petites. Et ça veut dire on doit chercher aussi des taureaux qui transmettent pas, qui transmettent pas des gènes trop grandes. Et ça, c'est pas facile à trouver. Les taureaux d'insémination artificielle, souvent, ils sont très grands. Et c'est pour ça aussi pour nous, pour notre projet de taureau bio, on cherche toujours des taureaux qui sont pas grands et qui transmettent pas la grandesse. Et bien sûr, ce que j'ai déjà dit, élever des vaches avec des faibles variations de BCS, de l'état d'embonpoint. Euh, Aussi là-dessus, on a fait une fiche technique, mais elle n'existe pas encore en français, mais bientôt. Et maintenant, j'aimerais vous parler encore de quelques travaux de notre groupe d'élevage biodynamique qui n'était pas sur la sélection, mais dont on a travaillé depuis les années zéro, depuis que j'ai travaillé au FIBEL. Et le premier thème, c'était les stabulations libres pour les vaches laitières cornues. Et là, les travaux de Christian Müller, qui est éleveur près de Bâle, nous ont aidé beaucoup parce que lui, il est un membre de notre groupe. Il a souvent observé ces vaches,
souvent, il était dans sa écurie, il a observé des heures pour trouver des possibilités de faire des ponts gornadis où les vaches peuvent sortir vite et peuvent pas se déranger toujours. Et il a inventé un cornadi qui est maintenant utilisé souvent dans les vaches, les écuries avec les vaches cornues. Et nous avons fait beaucoup de rencontres sur les différentes fermes. On a regardé qu'est-ce que les paysans, les éleveurs ont essayé sur leur ferme, comment on doit faire euh, les places, les box ou les couchettes où les vaches vont se coucher et tout ça. Et aussi Claudia Schneider, une collègue de moi au FIBEL, elle a fait son doctorat là-dessus, mais toujours elle a travaillé avec ce groupe de paysans, de éleveurs et éleveuses. Et à la fin, elle a fait des publications scientifiques, mais aussi cette fiche technique pour tous les éleveurs et éleveuses qui aimeraient construire des stations libres pour les vaches cornues. Et le deuxième thème, c'était les veaux sous la mer. Aussi là, on a fait beaucoup de discussions et de rencontres et chaque membre de notre groupe a essayé à la maison comment on peut faire ça, comment on peut faire laisser les veaux sous la mer avec la production laitière. Et après 4 années de essais sur les fermes, on a trouvé on peut écrire une fiche technique pour ceux qui aimeraient commencer avec ça pour donner des conseils. Et aussi, on a commencé des projets de recherche. Un de ces projets était aussi avec INRAE, c'était Pro Youngstock. Et on a de nouveau écrit une fiche technique aussi en français. Et ça, on a fait avec INRAE. Et bien sûr, on a fait des publications scientifiques et jusqu'à maintenant, Claudia Schneider, elle fait aussi la vulgarisation là-dessus. Ça, c'est une des publications scientifiques, euh, mais je vous donne pas les résultats. Ceux qui sont intéressés peuvent l'avoir de moi. Et le troisième thème, c'était l'importance des cornes chez la vache. Notre groupe, les membres de notre groupe voulaient montrer à euh, leurs voisins conventionnels pourquoi ils trouvent c'est tellement important qu'on laisse les cornes aux vaches. Et là aussi, on a fait aussi un travail scientifique test bachelor, sur la forme des crânes sans cornes et avec cornes. Et on a fait cette brochure. Et le quatrième thème, c'était l'engraissement des veaux, surtout les veaux mâles des fermes à production laitière. Aussi là, on a fait un doctorat et une fiche technique. Alors pour nous, c'était toujours important de faire des publications pour les éleveurs et les éleveuses et aussi des publications scientifiques. Ça va très bien ensemble, on doit faire les deux. Et la dernière chose, c'était la mise à mort à la ferme. C'était fait en 2020. Et là, il y avait l'initiative d'un paysan suisse et d'une paysanne en Allemagne, Mechtelknösel, qui ont poussé ça. Et aussi là, on a fait des publications et une fiche technique. Sur la ferme de Mechtelknösel, j'ai fait des analyses de 11 bovins à l'abattoir et 10 bovins qui sont mis à mort à la ferme. Et regardez là les données du cortisol, comme c'est différent. C'est tellement différent. Les hormones de stress, on a trouvé ça maintenant dans des autres fermes. Et c'est vraiment une grande différence entre le stress, entre la ferme et l'abattoir. Et c'est pour ça que nous, maintenant, nous faisons beaucoup de vulgarisation, de donner des conseils aux paysans qui aimeraient commencer avec ça. On leur aide à commencer. Et ça, c'est la publication de ça.
Et on a aussi fait des travaux sur la relation homme-animal et je vais me dépêcher un peu maintenant. Alors là, c'était sur la relation homme-animal et la santé des mamelles. Et là, on a trouvé que la santé des pieds était meilleure si la relation homme-animal était bonne. Et ça, c'est publié sur ton journal Dairy Science. Et là, c'était sur le, le traitement des jeunes veaux et comment et qu'est-ce que c'était l'impact de ça à l'abattage. Et on a trouvé que les animaux traités avaient moins peur de cette personne qui a fait l'étourdissement à l'abattoir. Et on a vu que il y avait moins de concentration de cortisol et la viande était plus tendre. Et ça aussi, on a publié ça. Et on a fait une fiche technique là-dessus aussi. Et à l'avenir, notre groupe des éleveurs biodynamiques, il existe toujours et quelques-uns sont toujours les mêmes. Mais il y a beaucoup de jeunes aussi dedans. Et on a commencé de s'occuper de la communication animale et on continuera à le faire à l'avenir. Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Sûrement, c'est important. Alors, je finis avec ça.